Alors, j'inviterai le premier ministre à s'avancer pour un premier temps de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute sera protégée. Donc, aucune question ne pourra être posée. Même principe que tout à l'heure, si vous avez des questions auxquelles l'équipe adverse refuse de répondre, je vous invite à nous remettre les questions à la fin du débat. Merci. Membres de l'opposition, collègues du gouvernement, Madame la Présidente, merci de votre présence à tous. Comme vous le savez, la situation économique au Canada est précaire, et ce, malheureusement, en raison de décisions antérieures. Vous vous en doutez également, notre rôle au gouvernement est d'accompagner les citoyens vers la responsabilité sociale. Bien sûr, en ce faisant, nous leur montrons le juste chemin vers l'équilibre budgétaire. C'est pourquoi nous sommes fiers, aujourd'hui, les membres du gouvernement et moi, de vous apporter cette motion qui est bien sûr d'éliminer le régime de retraite à prestations déterminées pour tous les nouveaux employés de la fonction publique. Par la suite, on les remplacera par un régime à contribution déterminée. Nous apporterons quelques modalités à cette motion. Ceux-ci seront une cotisation à 50-50 entre l'employé et l'employeur, le gouvernement ici. Nous passerons donc du 70-30, si populaire autrefois, pour le nouveau 50-50, pour le bien de notre futur. J'appuierai mon argumentaire sous 3 arguments. Le premier, la justice sociale. Ensuite, la création d'emplois. Et finalement, l'avantage fiscal des employés. Premièrement, nous nous rapprochons de la justice sociale et nous pourrons promouvoir la redistribution de la richesse au gouvernement. Comme vous le savez, au gouvernement, nous richissons de nombreux mandats. Le régime de retraite de la fonction publique en est un. Il est très important, mais nous avons d'autres mandats et surtout d'autres priorités qui sont pour elles-mêmes plus pressantes en ce moment. Nous ne négligerons pas les retraités, mais nous améliorerons le sort d'un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes. Deuxièmement, au niveau de la création d'emplois. Eh bien, Madame la Présidente, j'aimerais faire un rapide calcul mathématique avec votre aide. 5 retraités, en diminuant de 70 % à 50 % la contribution de l'État. On atteint donc 20 % fois 5, soit 100 % d'une retraite, soit l'engagement d'un nouvel employé au bras de l'État. Et bien sûr, nous pourrons assigner fièrement un travail à un ancien étudiant, quelqu'un ayant fait ses dûs et attendant son juste tour pour procéder à son emploi et bien sûr contribuer aux finances publiques. Bien sûr, il s'agira ici d'une retraite garantie à 50 % telle que les employés l'auront dorénavant. Troisièmement, nous avantagerons les employés au niveau de l'imposition. Un avantage fiscal. Comment cela se procédera-t-il, me direz-vous? Eh bien, Madame la Présidente, au niveau des cotisations déterminées, c'est plus avantageux pour les employés. Pourquoi cela? Eh bien, la prestation déterminée pour sa part n'en fait qu'une bonification superficielle. On retient davantage d'impôts sur ce point que l'on en retiendrait sur les cotisations. C'est donc un net avantage pour l'employé, et bien qu'il diminuera de 70 à 50, qu'il verra diminuer de 70 à 50 la contribution du gouvernement, il ne se verra pas si touché que ça au niveau salarial. Bien sûr, cela encouragera les employés à budgéter de manière hebdomadaire. Pourquoi de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire s'il est payé aux 2 semaines? Eh bien, les employés auront davantage d'argent à chaque semaine au lieu d'en avoir davantage de s'en faire enlever à la fin de l'année et de devoir prévoir ses dépenses et son budget tout au long de l'année pour une seule et même date.
ce qui est ridicule. Pour faire un bref retour, nous sommes fiers de vous annoncer qu'avec la motion d'aujourd'hui, notre gouvernement sera en mesure de réinvestir dans les endroits plus précaires, qu'il s'agisse de l'armée, des routes, etc. Au niveau de la création d'emplois, le simple calcul mathématique nous l'a prouvé, 5 retraités qui voient leur retraite diminuer en garantit une à un nouvel employé qui n'attend que sa chance de faire sa juste part. Et finalement, l'avantage fiscal des employés qui verra enfin un salaire juste et non bonifié de manière superficielle et qui représentera sa réelle capacité d'achat aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, je demanderai maintenant au chef de l'opposition de s'avancer pour son premier temps de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute sera protégée. Thank you, Madam President. Since the 2008 crisis, our economy has almost completely recovered. Banking profits are at an all-time high, and most of the private and public sector are evolving through an economic bliss. So why? Why, Madam Speaker, would our government impose an additional burden on our public workers? Let me move on first into a little bit of refutation, and then I'll present the argument from side opposition. First, it was mentioned by the Prime Minister that we are in an uncertain situation. But clearly, the government fails to mention that we are living through falling gas prices. We currently have a surplus that is going to be around 1.7 billion on the closing year. We have the highest GDP that we've had in our history. So our economy has really completely recovered, which is why this argument clearly falls. Now, the government wants to modify from a 70-30 structure to a 50-50, which isn't that a disguised cut in spending to employers? When we look at the average household, we see that usually a public worker gets about 40 to 60,000 in income. It increases a little bit with as they go through the years, and there's often about one worker per household. Now cut this in half. This means that a household that has 2 to 3 children now has to live with an income of 30,000 at most. This is ridiculous. They now have the same rate that they obtain in disposable income from their salary as billionaires. Is this acceptable? Naturally, opposition does not think so. The government also mentioned that they had other priorities. Like what? We would like to have some clarifications on that. Now let me move on some of the arguments that side opposition would like to propose today, which will clearly expose why this motion must not stand. The first social argument is that we want to prevent unrest. We had a similar case in Quebec where the government wanted to increase the tuition fees, and we've seen how the result of that motion. There were unbelievable unrest with riots, and the motion had to fall, simply because the population does not take lightly to a massive increase in the amount of disposable income that is taken from its citizens, especially when they have low disposable income from the get-go. Another argument that we would like to propose is that it prevents our citizens from having a complete freedom of choice when it comes to making their financial decisions. To impose a 50-50 cut for employers and employees means that is a much lower part of the income that is being decided from our citizens. They cannot invest in an account that has the benefit that are the most suitable for them. They have much less freedom, and this is not reasonable, especially when we're talking about people who already have a low disposable income, as mentioned before. Another point that we would like to bring forward is what benefits will we see from this motion? The government will probably save a little bit of money, but what will this be invested in? There's already a surplus that is being foreseen at the end of the year. So is this really going to be that beneficial when we look at all the drawbacks of such a motion? We're talking about how you unionize people that will not go without a fight. This is a negotiation nightmare that we are foreseeing, and yet the government wants to go through. The second argument that we have is an economic one. As we see the world right now, one of the biggest problems is income inequality.
to impose the same tax rates as millionaires and billionaires to our public workers who earn thousands times less is absolutely unreasonable. It increases a gap that already causes riots and many other problems in other countries. We want Canada to be a flourishing country and to be as economically viable as possible for our future. We foresee a surplus of $1.7 billion, so is it really reasonable to increase a tax rate that is already, to increase the amount of contribution that is necessary for the retirement of people who already have a very low salary? It adds stress, and in a country where the cost of living is ever increasing, we foresee that this motion must and surely will fall. Thank you. Thank you. J'aimerais maintenant inviter le premier représentant du gouvernement à s'avancer pour son temps de parole d'une durée de 3 minutes, qui ne sera pas, non pas qu'il n'y a pas de temps protégé, tout le monde peut poser des questions. Membres du gouvernement, collègues à l'opposition, Madame la Présidente. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre notre mention, qui est d'éliminer les régimes de retraite à prestations déterminées pour les nouveaux employés de la fonction publique afin de les remplacer par une cotisation déterminée. Tout d'abord, je commencerai par mon premier argument qui sera de nature sociale. Par la suite, je réfuterai les arguments qui nous ont été amenés par nos collègues à l'opposition. Tout d'abord, au niveau social, nous voulons une égalité envers les différents milieux. Lorsque je dis différents milieux, je parle de public ainsi que privé. Donc, on veut se rapprocher des régimes privés. On s'entend qu'il y a une nuance à faire. Est-ce que les régimes privés sont différents des régimes publics? On peut voir une énorme différence à ce niveau-là, comme mon collègue l'a mentionné précédemment. Justement, est-ce qu'on voit réellement dans les institutions, justement dans les entreprises privées, des prestations déterminées? Ils sont très faibles. Et justement, c'est que ça qu'on voit au niveau public, pratiquement. Donc, ce qu'on veut, nous, ici, le gouvernement, c'est d'amener une égalité envers les classes sociales qui sont de très faibles à supérieures. Les classes sociales inférieures, ils ne peuvent davantage profiter de ce régime. Souvent, ils n'ont justement pas de régime pour la retraite, ce qui est une inégalité totale. Donc, il faut qu'ils se considèrent, les personnes au niveau public, chanceux d'avoir ce qu'ils ont actuellement. Donc, ce que nous a proposé mon collègue au gouvernement, un régime égalitaire de 50-50. Au niveau de la réfutation que je vais mentionner par nos collègues à l'opposition nous ont mentionné, ils nous ont parlé justement que les familles avaient environ une moyenne de 30 000 de revenus. Justement, nous, on veut amener une égalité envers les classes sociales, comme je l'ai mentionné précédemment. C'est ce que nous voulons au gouvernement, amener une égalité. Aussi, ils nous ont parlé que qu'est-ce que l'on va... On nous fait souvent reprocher justement le gouvernement, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Comme mon collègue au gouvernement nous l'a mentionné précédemment, justement, l'argent qu'on va investir, on va l'investir pour plus de travailleurs. Donc, plus de personnes pourront bénéficier de ce régime de retraite si nous coupons justement de 70 à 30 l'argent que nous allons sauver. Par rapport à ça, nous allons pouvoir l'investir pour d'autres personnes. Puis justement, le gouvernement mise davantage sur le fait d'inculquer aux citoyens les REER. Donc, c'est justement à ce niveau-là que nous devons prôner par rapport à ça. Donc, c'est de leur montrer, non pas seulement comment gérer leur argent, mais justement, c'est prouver que plus on en a de toute façon, que plus ça peut être difficile également à gérer. Donc, c'est pour ça que nous, au gouvernement, nous sommes totalement pour cette motion qui se veut justement que ce soit à cotisation déterminée plutôt qu'à prestation déterminée. Merci. Merci. J'invite maintenant le premier représentant de l'opposition à s'avancer pour son droit de parole d'une durée de 3 minutes. Merci. Madame la Présidente, on se pose la question aujourd'hui, avec cette résolution, qui est le plus affecté par cette résolution? Bien entendu, c'est les employés de la fonction publique.
On parle ici de centaines de milliers de gens à travers le pays. Ce que cette résolution va faire, Madame la Présidente, c'est élargir l'inégalité des revenus. Les employés de la fonction publique, c'est des employés qui sont cruciaux dans notre économie et dans le pays. C'est des employés qui ont déjà un faible revenu après taxe. Le gouvernement veut marginaliser ces employés, Madame la Présidente. De plus, nous savons que le coût de la vie ne va qu'en augmentant. Si le coût de la vie augmente, pourquoi est-ce qu'on change aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on enlève des revenus aux gens aujourd'hui et aux nouveaux employés, tandis que ceux qui sont là depuis longtemps et qui avaient un coût de la vie moins élevé avaient plus d'avantages? Avec cette résolution, les gens vont avoir moins de revenus dans leur poche. Le gouvernement n'a pas besoin de ce revenu additionnel. C'est les gens qui en ont besoin. À l'opposition, on veut protéger les employés et leur régime de retraite. Comme mon collègue l'a mentionné, le gouvernement a déjà un surplus qui touche presque 1,7 milliard de dollars. J'aimerais réfuter quelques arguments apportés par le gouvernement, Madame la Présidente. Premièrement, le gouvernement, si je peux les citer, nous a dit que cette résolution ne touchera pas tant que ça les salaires des employés et que les employés devraient se considérer chanceux de ce qu'ils ont présentement. Je suis désolée, Madame la Présidente, mais à l'opposition, nous ne croyons pas que ces deux mentions ont le meilleur intérêt des employés en tête. À l'opposition, comme j'ai mentionné, on veut protéger les employés et leur régime de retraite. Je pose la question au gouvernement encore, une question qu'on a déjà posée. Le premier ministre a mentionné qu'il y a d'autres priorités pour le gouvernement. Quelles sont ces priorités? L'opposition aimerait bien savoir, parce que l'opposition tient à protéger ces employés qui sont importants dans notre économie et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement aimerait réinvestir l'argent qui leur enlèverait dans d'autres priorités quand cette résolution ne bénéficierait aucunement la population, Madame la Présidente. Pour ces raisons et les raisons que mon collègue va vous apporter, cette résolution ne peut passer aujourd'hui. Nous devons penser aux plus grands bénéfices de la population et des employés qui sont touchés par cette résolution. Cette résolution ne bénéficiera pas ni la population canadienne en général, ni les employés de la fonction publique qui sont affectés par cette résolution. Merci. Merci. J'invite le second représentant du gouvernement à s'avancer pour un temps de parole d'une durée de 4 minutes. Merci, Madame la Présidente. Membres de l'opposition, distingués collègues. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on est en place dans un débat, en fond, pour une motion très, très importante aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du temps qui m'est imparti, je vais le diviser de la façon suivante. Je vais commencer avec un argument du type de la situation économique, dans le fond, du pays actuellement. Puis, je vais continuer avec des multiples réfutations à la pléthore d'arguments qui nous a été servis du côté de l'opposition, Madame la Présidente, que vous allez voir, qui est totalement décousu en termes de stratégie pour garder ce type de modalité-là dans le moment présent. Donc, pour commencer, la situation économique n'est plus ce qu'elle est, Madame la Présidente. Malheureusement, oui, l'essor économique y est, mais on ne peut plus se permettre de garder les ratios qui étaient autrefois viables pour ce qui est, dans le fond, des modalités pour les prestations déterminées dans les régimes de retraite pour les employés à venir. Donc, c'est important de comprendre, Madame la Présidente, et au gouvernement aussi, que les modalités ne changeront pas pour les employés de l'État en place, mais bien pour les nouveaux employés qui vont prendre les fonctions publiques par le futur. Donc, principalement la génération qui embarque sur le marché du travail dans le moment, puis dans les prochaines années. C'est important de comprendre aussi, Madame la Présidente, que les analystes sont déjà exprimés sur ce sujet-là à plusieurs reprises par le passé. La génération Y ne pourra pas tenir le rythme, malheureusement, pour continuer à renflouer les caisses de l'État aussi longtemps. Pour ce qui est des fonds de retraite, c'est un gouffre qui, malheureusement, ne pourra pas se résorber de cette façon-là. Donc, c'est important de comprendre que, par rapport au privé aussi, Madame la Présidente, le ratio de 50-50 proposé comme modalité par le gouvernement en place se trouve à être une très bonne alternative, malgré le fait que l'opposition peut penser que c'est dérisoire. Donc, pour ce qui est de notre argumentation, premièrement, la situation économique, comme je vous le disais, Madame la Présidente, il ne sera pas possible de continuer à ce niveau-là pour cette raison-ci.
Pour ce qui est des réfutations maintenant, premièrement, on nous parlait un petit peu plus tôt de la crise des carrés rouges par le passé qui ont créé, dans le fond, des manifestations un peu partout dans les rues. On parlait d'actes de vandalisme, de violence, des choses comme ça. Madame la Présidente, c'est important de comprendre que la crise des carrés rouges a été prouvée par les spécialistes, par le passé, que les frais de scolarité reliés à cette crise-là étaient purement diffamatoires. En fait, c'est principalement une guerre idéologique qui est amenée dans ce dossier-là, un peu comme il pourrait l'être dans le dossier des retraites à prestations déterminées ou à cotisations déterminées en termes de l'utilisation de l'argent qui est alloué à tous et chacun. Ensuite, on a parlé de négociations, qu'on ne voulait pas s'embarquer dans ce type de négociations-là à l'opposition. Madame la Présidente, nous, au gouvernement, on croit qu'avec les négociations, avec toutes les parties en place, toutes les informations qu'on a besoin, c'est en négociant qu'on va aller dans le progrès, pas dans le déni ou en se rentrant la tête dans le table comme une autruche, en se disant que le problème va finir par se résorber si on continue à laisser ça aller comme ça pour de multiples raisons. Par la suite, on a comparé les impôts que les millionnaires et les milliardaires payaient aux impôts qui seraient probablement demandés aux gens si on faisait ces modifications-là aux modalités. Madame la Présidente, je crois que c'est complètement ridicule de comparer des millionnaires et milliardaires à un Canadien de salaire moyen en termes d'impact fiscal et économique pour la nation. Ça n'a aucun sens de pouvoir comparer ces gens-là, leurs revenus, aussi importants qu'ils sont, à ceux, dans le fond, de millionnaires ou de milliardaires du pays. Je ne vois pas où on a pu aller chercher une ressemblance à ce niveau-là ou un argument potentiellement de poids pour ce niveau-là. Par la suite, on parlait aussi du GDP qui était dans le fond en hausse, du profit des banques qui était de plus en plus élevé. Écoutez, Madame la Présidente, c'est une période qui est assez précaire en même temps au niveau de l'économie. On parlait de la crise du pétrole. On ne peut pas toujours agir en prévision du futur et simplement du futur à long terme. Il faut toujours régler les problèmes, bien évidemment, dans les plus brefs délais. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici au gouvernement avec ces nouvelles modalités-là. Donc, pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, c'est pourquoi nous sommes en faveur de la motion en place et nous croyons fermement que ces modalités-là feront en sorte que le gouvernement sera de plus en plus solide et les citoyens de plus en plus comblés par la modalité. Merci. Merci. J'invite le second représentant de l'opposition à s'avancer pour son temps de parole d'une durée de 4 minutes. Thank you, Mr. Speaker. To start off, I'd like to tell you a little story. Imagine a person enters into the workforce working for the government today. 30 years' time pass, 40 years' time pass. This amendment, this resolution had passed, let's say. But in most cases, with resolutions this large, there's been large implementation changes on the amount that the employers and the employees have to contribute, the cost, the ratios. But simply because this hardworking citizen, this hardworking person working for the government didn't or wasn't aware of these changes, he's lost out on the opportunity. And when he retires, he finds himself in a situation where he's receiving less money in this new system that is supposed to be beneficial, supposed to help him. He finds himself struggling day in to feed his family, to buy the essentials that he needs, all because it was considered beneficial. Side government said that they can't always make decisions thinking about the future. But the futures of these employees are being affected directly by this resolution. Now, throughout the rest of my address, I will be going on to one important point, which is a social point. Now, I'll be bringing up, reiterating the points, and rebutting some of the points brought up by side government. The first point, which is social. The freedom of choice. By implementing this policy, you're taking away the choice of these hardworking employees to take some of their money and putting it away into the future by mandatory, making them have to place a certain amount of their capital, of their disposable income every year into this fund. Disposable income that they might not have. Side government didn't come today saying a percentage. They never told us how it would amalgamate. If it would be the same sum, they would receive the same pension at the end of their employment. We simply do not know. We must deal with facts and concreteness. They also said that, to push that even further,
the cost of living has actually increased in Canada over these years, which makes it even harder for them to get the essentials that they need. If they have to take now money and put it into this pension plan, who knows what they will be able to afford? Or even worse, who knows what they won't be able to afford? Now, to do some refutation of the points brought on by government, they said that they would move the sector from a 70 from employers to a 50%, a 50-50 change. And in the process, they would have funds which they can reinvest and create new jobs. But if the government is going from paying 30% of their fund to 50%, where exactly are they getting this money from? They also said that the government has a lot of mandates and they have a lot of priorities. But isn't the hard-working citizens that are working to make sure that people can get to work, that your city runs properly, that your country runs properly, a priority? Shouldn't your citizens be a priority? It's important to understand because they've never brought back up what are these priorities that are allegedly more important than their hard-working Canadians. They also said that they want to become more like a privatized sector. But the privatized sector doesn't have a 50-50 pension plan. Most institutions, for every $1 that they contribute, is actually $1 from the employee and $1.4 from the employer. So it's not transferring over to a privatized system. There's a lot of miscohesion in this resolution. And unfortunately, that makes it hard to understand all the implementations. Also, if this was truly something that they believed in hard-heartedly, why wouldn't they transfer their new employees, their old employees, over? There's simply no response to this. That's why, on side opposition, we believe that this resolution must and will fall. Thank you. Thank you. J'inviterai maintenant à nouveau le premier ministre à s'avancer pour son dernier temps de parole d'une durée de 3 minutes entièrement protégée. Madame la Présidente, j'aimerais revenir sur l'histoire que mon collègue à l'opposition vient de nous raconter. Il a parlé d'un dur travailleur qui manquerait subitement d'argent pour nourrir et mettre du pain sur la table pour la bouche de ses enfants. Malheureusement, tel que le stipule la motion que nous avons apportée aujourd'hui, celle-ci ne s'applique seulement qu'à les nouveaux employés et non les employés actuels de l'État. Donc, n'ayez pas peur, madame, nous pourrons tous nourrir nos enfants encore demain. Par la suite, il fut également question de la crise économique de 2008, comme quoi le Canada s'en est bien remis et que nous avons fait les choses nécessaires pour être indépendants financièrement et à l'aise. Eh bien, je ne vois pas en quoi cela est une raison pour recommencer à dépenser de manière irresponsable, devrais-je dire. Nous avons fait l'erreur une fois, il ne faudrait pas la répéter une deuxième fois. Bien sûr, j'aimerais cristalliser le débat en revenant sur quelques-uns de nos arguments et la question que l'opposition nous pose si souvent. Quelles sont nos priorités? Où allons-nous investir? Eh bien, nous avons déjà parlé à maintes reprises de création d'emplois. Pour nous, c'est une priorité. Bien sûr, les travailleurs au privé sont également une priorité. Contrairement à ce que l'opposition vient de nous dire, les travailleurs publics ne sont pas plus importants que les travailleurs au privé. Nous sommes le gouvernement de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, non seulement ceux qui travaillent au public. Ensuite, l'opposition a parlé de freedom of choice, comme quoi la population ne pourrait plus choisir d'investir dans son futur. Madame la Présidente, aujourd'hui, je vous le demande. Qu'est-ce que le futur si ce n'est qu'accepter d'investir dans sa retraite? Où est le futur s'il n'est pas dans la retraite, juste et équitable pour tous? Je me le demande fortement, et c'est un point que l'opposition a amené par lui-même. Finalement, pour résumer le tout, on a parlé de la crise de 2008, comme quoi il est important de ne pas refaire les erreurs d'autrefois, pardon.
On va créer de l'emploi. On va tenter surtout de rapprocher et non pas d'égaliser le privé et le public. Mais nous allons tenter d'offrir une meilleure retraite au privé. Ça ne veut pas dire d'être à 50-50, puisque ce n'est pas le cas. Mais si l'on peut combler l'écart qu'il y a entre les deux, il y a une plus grande justice sociale qui naîtra de cette action. Merci. Merci. Alors, j'invite à nouveau le chef de l'opposition à se présenter pour son dernier temps de parole d'une durée de 3 minutes entièrement protégée. Thank you, Madam President. It's clear that the goal of both government and opposition is to support its citizens. Unfortunately, the government, who had the burden of proof today, failed to justify a motion that essentially forces new public employees to completely restructure their finances in favor of a regime that they will not touch until they retire. Life is not only the part that happens after one takes his retirement. SAC government made a point to quickly brush off the opposition statement that having the same percentage of income that is taken away from both public workers, who have a much lower disposable income, and the wealthy, but completely and utterly failed to understand how ridiculously hard it is to manage a budget for a household with $30,000 of disposable income versus several hundreds of thousands of dollars. This is the distinction that we tried to make. It is that it would now be the same rate for both the incredibly wealthy and public workers. It is unreasonable, Madam President. I would also like to remind the audience that at no point has the government proved the absolute necessity of this motion. Said opposition has, however, proved how detrimental this new retirement plan could be. Madam President, we may not see employees be unable to feed their children tomorrow. However, does the government really think that it will never be the case? Is the government really blind enough to believe that the youth who already has problems in terms of employment, problems in terms of the cost of living relative to people who were living in the 60s, in the 70s, who are now going to take their retirement, is it really better for new employees to have less benefits in a global economy in which Canada is thriving, in which Canada is using and providing more resources and creating a surplus for its citizens? We asked the question at the start of the debate, what will the government do with the extra money that will be provided? A vague answer was provided, that extra jobs will be created. What the opposition foresees is resentment from these extra employees who are going to have to be forced to live within this new regime, and from the current employees who know that the extra employees that are going to be taken in by the government are coming at the cost of this new regime. It is not reasonable, and this is why this motion should absolutely fall. A strong future starts with the collaboration of our citizens and by helping them to make healthy financial decisions. This motion will, and the opposition is absolutely certain, beyond the shadow of a doubt, fall. Thank you. Merci.